Alors, chers clients, bonjour à tout le monde, à tous les clients présents dans le magasin. Je vous invite à nous rejoindre au centre où nous avons la chance de faire une belle rencontre polar. Merci aux personnes présentes devant moi. Donc voilà, avec un petit goûter improvisé par Jérôme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir une boisson. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus si vous voulez vous asseoir. Il y a des chaises pour tous. Donc nous souhaitons mettre en avant, grâce à Jérôme, bah oui, je vais citer plusieurs fois ton prénom, mais mettre en avant la collection Hélios Noir. On est vraiment très très fiers de la promouvoir, de la faire vivre ici au sein de la librairie de Citre de Chambéry. Et donc voilà, merci à vous d'être là pour participer à cette rencontre. Et bien entendu, merci aux auteurs présents de venir jusqu'à Chambéry pour venir nous rencontrer. Alors il nous manque un auteur et il va arriver tardivement, on espère au plus tôt. Il est coincé dans un TGV qui a quelque peu de retard malheureusement. Donc voilà, Laurent Fétis est coincé dans le TGV, mais on verra si entre temps on a des nouvelles, si le TGV reprend un peu de vitesse et s'il arrive à arriver à temps parmi nous. Alors, merci Alex encore une fois de m'accompagner dans cet exercice. Ça fait une paire de fois maintenant qu'on le fait, mais c'est toujours un plaisir de faire cet exercice de rencontre avec les auteurs. Pardon ? Et alors, on va commencer par toi, Jérôme. Tu m'as aidé de ne pas le faire, mais évidemment, je n'ai pas suivi ton conseil. Je voudrais en savoir plus parce que c'est intéressant de savoir quand même. Nous qui sommes libraires, on connaît la face cachée un petit peu de la librairie. Vous qui êtes lecteurs, vous avez peut-être moins cette vision-là, et nous tous, nous avons moins la vision aussi avant. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une fois que le livre est déjà en librairie, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de recorrections. Et puis il faut que le manuscrit trouve à un moment donné quelqu'un pour le lire, l'apprécier à sa juste valeur et ensuite avoir envie de le défendre coûte que coûte. Et parfois avec quelques batailles, et donc j'aimerais bien que tu nous en parles. Et puis un petit peu aussi, voilà, Jérôme Vincent, Chambéry, ActuSF, d'où ça sort, d'où tu viens, on veut tout savoir. Voilà, je suis pas très bon au micro. Je suis plus en littérature. C'est une grande question, ça fait beaucoup. Rapidement, ActuSF, c'est une entreprise qui a 16 ans maintenant, qui peu à peu a développé, en plus d'un site internet d'actu littéraire, une maison d'édition depuis une dizaine d'années. Maison d'édition qu'on a rapatriée à Chambéry en 2010, un peu par hasard, hein, il faut dire ce qu'il y a, mais voilà. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est là. C'est une maison d'édition où on a 3 permanents, 3 personnes qui bossent à plein temps dessus. Donc Marie Marquez qui est juste à côté, puis Jean-Laurent qui viendra avec nous, avec tout un tas de collaborateurs. On a à peu près 110 bouquins aujourd'hui, clairement. Plus dans notre maison d'édition ActuSF, on a fondé un collectif avec 2 autres éditeurs, Nemos et les Moutons électriques, et on fait des bouquins de poche qui s'appellent Hélios. Et au sein d'Hélios, il y a une sous-division, une surdivision polar, un département qui s'appelle Hélios Noir, puisque l'idée c'est que, puisqu'on fait beaucoup nous, de science-fiction et de fantasy, on est quand même très voisins en littérature de mauvais genre avec le polar, et ça nous permet d'aller travailler d'autres textes, d'aller discuter avec d'autres auteurs et de pouvoir développer tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Après, la question de savoir comment est-ce qu'on choisit les manuscrits, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a 3 voies très rapidement pour choisir les manuscrits. Il y a tous les gens qui nous envoient des manuscrits et qu'on ne connaît pas. Donc ça représente aujourd'hui 300 à 400 manuscrits par an, à peu près. Il y a tous les auteurs qu'on connaît ou avec qui on bosse ou qu'on connaît pour X ou Y raison qui nous envoient des manuscrits. Donc ça fait aussi un contact direct, entre guillemets, parce qu'on a envie de travailler ensemble ou parce qu'ils pensent que leur manuscrit peut convenir à notre maison d'édition. Puis la 3e voie, c'est tous les manuscrits qu'on achète à l'étranger. Enfin, je dis tous, je crois qu'on fait 2-3 livres étrangers par an. Ça va, c'est raisonnable, mais du coup, là c'est un peu différent. On connaît moins l'auteur, et on va aller acheter un manuscrit, on va acheter des droits pour le publier en français. On a de la chance d'avoir pu rencontrer un certain nombre d'auteurs étrangers qui sont venus en France, mais il y en a des qu'on ne connaît pas.
mais on publie notamment Georges Martin, qui est l'auteur du Trône de Fer. Et nous, on a les autres livres de Georges Martin. Et on a pu rencontrer Georges un jour dans un palace en Suisse. C'était bien. On en parlera plus tard avec de l'alcool. Et donc voilà, et ça c'est un peu vraiment le début du boulot. Globalement, nous on a 10 grands formats par an et 10 bouquins de poche. Donc si vous enlevez les gens avec qui on bosse d'habitude, les 2-3 auteurs étrangers, ça laisse de la place pour 1 à 2 manuscrits arrivés par la poste non sollicités, arrivés par mail. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur de l'entonnoir, hein. Il y en a 300-400 qui arrivent. Et là-dedans, on va peut-être en sélectionner 1 ou 2. Donc ça laisse quelques désillusions de temps en temps, mais donc c'est un petit peu compliqué. Le boulot sur il faut savoir qu'on fait la distinction. En général, le grand format sont des manuscrits inédits. Donc là, on va vraiment travailler sur un texte inédit, on va travailler avec l'auteur, on va essayer de corriger, de l'avancer. Le bouquin de poche, c'est plus dans le cadre d'une réédition. Donc, du coup, on va plutôt prendre un texte qui a été publié ailleurs, ou chez nous, et on va le publier tel quel ou avec des modifications en poche. Voilà à peu près les choses. C'est un peu comme ça que ça s'est passé avec Francis. On s'était croisés il y a longtemps, au temps d'un livre qui s'appelait Appel d'air. Et puis un jour par hasard, j'ai découvert que La santé par les plantes, qui est un bouquin extraordinaire sur la constipation, je ne vais pas en parler, n'avait plus d'éditeur papier. Et donc du coup, je l'ai lu, et puis on s'est appelé, on s'est mis d'accord, et puis c'est arrivé comme ça. Merci Jérôme pour cette présentation. Alors, on est là pour leur donner la parole, donc on va vous laisser un petit peu vous présenter, parce que c'est vrai qu'on a essayé plusieurs formats où c'est nous qui parlons des auteurs. Alors des fois on récupère des informations qui sont vraies, d'autres qui sont erronées, et du coup quand l'auteur nous le fait remarquer, donc on préfère du coup vous laisser la parole et vous présenter sous la forme que vous avez envie, sur ce que vous avez envie de dire de vous. Et évidemment, comment vous êtes arrivé à l'écriture et effectivement donc cette arrivée à Hélios Noir qui du coup est souvent une édition où il y avait d'abord, excusez-moi, je cherche mes mots, une précédente édition, et donc c'est effectivement intéressant de ce point de vue-là, surtout que lors de notre précédente rencontre avec Aurélien Masson, on avait pu effectivement évoquer cette notion de manuscrit, récupérer son manuscrit et avoir cette envie à un moment donné de travailler avec quelqu'un d'autre différemment et tout simplement avec quelqu'un d'autre. Donc merci de faire un grand hommage donc, à Monsieur Misio et à Monsieur Dervec qui sont là. Je ne sais pas, je vous passe peut-être la parole en premier, si ça va. Oui, c'est comme vous voulez, ça dépend comment. Voilà. Donc je vous laisse, présentez-vous, vous nous dites ce que vous avez envie de nous, évidemment. Merci à vous. Bon, bonjour, merci d'être là. Excusez-moi, je suis un peu vaseux, mais ça va passer d'ici quelques années. Alors, je suis Robert Darvel, donc pour expliquer le plus simplement les choses, c'est pas mon vrai nom. Robert Darvel, c'est un monsieur qui a été sur Mars en 1907. C'est le héros d'un livre de Gustave Le Rouge qui s'appelle Le prisonnier de la planète Mars. J'ai lu ça quand j'avais 10 ans, et ça m'a un petit peu... c'est rentré dans mes neurones. C'est l'histoire d'un monsieur qui se fait projeter sur Mars par la force psychique de 10 000 fakirs. Il arrive là-haut, il est tout seul, il est tout nu, et il faut qu'il se débrouille pour communiquer avec la Terre et revenir. Et sur Mars, c'est un peu le souk, c'est comme ici, avec des grosses bêtes, il y a des vampires, bien sûr, etc. Donc j'ai lu ça quand j'ai eu 10 ans, ça m'a énormément amusé, et je m'étais promis que si je faisais quelque chose de public, qui nécessitait un pseudonyme, je prenais celui-là. Donc je m'appelle Robert Darvel pour cette histoire. Là-dessus, en 1980, je suis tombé sur des rééditions d'un personnage qui s'appelle Harry Dixon. C'est un détective de l'étrange, disons. C'était, à la base, c'était des aventures apocryphes de Sherlock Holmes, en fait, paru en feuilleton, en fascicule à partir de 1916, je crois. Et puis petit à petit, les ayants droit de Conan Doyle ont dit vous n'avez pas le droit de nous servir du nom Sherlock Holmes pour le truc. On débaptise. Donc c'est devenu plein de choses, dont Harry Dixon, qui a été traduit de l'anglais vers l'allemand par un distributeur de fascicules, qui ensuite a tenu à les traduire en français, qui a fait appel à un néerlandais pour ça. C'est simple.
C'est néerlandaise, c'était Jean-Marie Raymond de Kremer, qui est c'est le Edgar Poe belge, sans jeu de mots, quoi. C'est quelqu'un de très... C'est grâce à lui qu'on se souvient d'un truc aussi médiocre qu'a été Harry Dixon avant que ce soit lui qui le prenne. Il a d'abord été payé pour traduire les histoires. Il trouvait ça tellement mauvais que petit à petit, il s'est insinué dedans. Il a commencé à changer des paragraphes, à changer des chapitres. Après, il a changé toute l'histoire. Le souci, c'est que son éditeur avait acheté les fascicules avec les couvertures. Et les couvertures attiraient énormément le monde. C'était... je vais avoir un trou, en fait, c'est Roloff, Alfred Roloff qui dessinait les choses. C'était très beau. Donc son éditeur lui a dit pas de problème, tu peux réécrire les histoires, mais on garde la couverture. Donc Jean Ray est parti de la contrainte du titre, de la couverture et de la petite phrase qui est en dessous, comme à chaque fascicule. Et en 1990, j'ai un ami, c'est très simple, j'ai un ami normand qui a fait une série de peintures à l'huile de très grand format en reprenant des fausses couvertures. Il a continué la série là où Jean Ray s'était arrêté, c'est-à-dire au numéro 178. Il a continué à faire 33 toiles avec des fascicules qui n'existaient pas, avec la numérotation, avec le titre, la scène et la petite phrase. Moi j'ai été à l'expo, j'ai retourné les toiles, il n'y avait pas d'histoire derrière. Donc que faire? Écrire des histoires. C'est comme ça que je suis devenu écrivain, par hommage à Jean Ray, mes souvenirs de Harry Dixon et ce peintre qui s'appelle Alain Le Thor. Et puis on a essayé de démarcher des éditeurs, ça n'intéressait pas les éditeurs qu'on a démarchés, c'était pas les noms, parce que je voulais faire ça au format fascicule comme ça a été fait jusqu'en 1938. Donc je me suis dit, en plus de m'improviser écrivain, je vais m'improviser éditeur. Donc j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Le Carnoplasme, en rapport avec Gustave Le Rouge, tout ça c'est très cohérent. Et j'ai commencé à écrire et à publier les aventures de Harry Dixon sous forme de fascicules. Et puis là-dessus, André-François Horiot, des Moutons électriques, quelques années après, a trouvé que le truc était très bien et a proposé de les rééditer au fur et à mesure en Helios. Voilà, Helios c'est très bien, mais il n'y a pas les couvertures. Voilà, hein, il n'y a pas les couvertures. Donc voilà, j'en ai amené quelques-uns avec les couvertures. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Merci. On passe la main. Bonsoir. Donc je suis Francis Mizio, je suis né très jeune. Je suis un ancien journaliste, j'ai été longtemps journaliste à Libération notamment, et voilà, bon, ça c'est pour le parti professionnel. Et je me suis assez vite fait chier au bout de quelques années à Libé. Et ce qui me plaisait beaucoup, les camarades de Libé, c'est comment on peut se faire chier à Libé aussi. C'est les années 90, je suis pas tout jeune. C'est les années 90 et je suis avec 2-3 autres journalistes, je suis à l'origine du cahier multimédia de Libération en 95, voilà, avec Laurent Mauriac qui a fondé Rue 89, avec David Dufresne qui est un star du web, du reportage journalistique sous des formes complexes au Canada, etc. Et puis au bout de quelques années, on a fait la vulgarisation, c'est-à-dire on était les premiers journalistes à parler d'Internet de manière autre que technique, c'est sociétale. Et puis, après avoir tourné dans toutes les pages du journal, sauf les pages de sport, parce que j'y connais rien, je m'emmerdais, donc je suis parti, je me suis mis à écrire un roman, qui était un vieux truc de l'enfance d'écrire, et qui s'appelle La santé par les plantes, qui n'est pas tout jeune. Et à ce moment-là, j'ai eu plein de propositions de plein d'éditeurs, Gallimard, Flammarion. La santé par les plantes est sortie au départ chez un petit éditeur de La Roche-sur-Yon, enfin à côté de La Roche-sur-Yon, qui était un passionné de polar, François Brault, et qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait La Loupe. Et qui avait édité ça. Le livre a été racheté par Gallimard, et après ça s'est enchaîné, j'ai eu plein de sous de plein d'éditeurs, ça fait que j'ai pu démissionner de Libé avec plein de sous d'avance. Et je travaillais un peu pour la télé, pour le cinéma, pour la BD, j'ai essayé de vivre professionnellement de ma plume pendant longtemps. J'y ai réussi pendant 6-7 ans à peu près. Et puis mon petit commerce a périclité et je suis retourné dans le rang. Et j'ai fait des tas de boulot dans la com, etc. Et une bonne crise, une bonne dépression nerveuse, une première, une deuxième. J'ai arrêté d'écrire et voilà. Et je m'y remets que depuis l'année dernière. Ouais. Je suis resté là pendant de longues années sans écrire.
Entre-temps, j'avais écrit une vingtaine de bouquins, donc des tout petits, des plus gros, chez Gallimard Jeunesse, des documentaires, des romans de science-fiction, des nouvelles, des tas de romans. Et alors, la particularité, c'est que je suis un auteur humoristique, quel que soit le genre littéraire. En littérature générale, en SF, en polar, je pratique une espèce d'humour un peu burlesque, absurde, à l'anglo-saxonne. On m'a souvent dit que c'était plutôt un humour à l'anglo-saxonne. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Parfait, merci. Alors, donc il manque Laurent Pétis, on va attendre peut-être qu'on arrivera à l'avoir en temps et en heure. Donc je vais proposer à Alex qu'on rentre un petit peu dans le contenu des livres, hein, plus particulièrement. Et donc Alex, je te laisse présenter un petit peu donc, Harry Dickson. Et puis commencer, voilà, on va vous donner un peu le pitch, comme on dit chez nous. Hein, donc un petit peu le contenu, voilà, un petit peu le détail de la 4e de couve, mais voilà, un petit peu plus détaillé avec voilà, le coup de cœur, la prose qui va avec, hein, parce que quelle prose. Et Alex, voilà, je te laisse la parole. Déjà pour commencer, je vais vous présenter Harry Dickson plus tard, mais je tenais à dire à Jérôme que pour l'instant il y a 4 romans qui sont sortis chez Hélios Noir. Moi j'ai lu les 4 et les 4 sont juste excellents. Voilà. Donc c'est assez rare pour être souligné. Pour une petite maison non parisienne, c'est vraiment de la qualité. Voilà. Donc, ouais, je précise qu'Alex lit en moyenne 5 ou 6 romans polars par semaine. Donc quand il vous dit que ces 4-là ils sont bons, c'est que c'est vraiment bon. Alors bon, je m'occupe du roman policier dans cette librairie. Et un jour, Jérôme vient me voir en magasin pour me proposer le service de presse de Harry Dickson volume 1. Et à sa grande surprise, je lui ai avoué mon incompétence. Je ne connaissais pas Harry Dickson. Alors, il y avait 2-3 clients qui étaient autour de moi qui m'ont dit « Wow, vous ne connaissez pas Harry Dickson, comment c'est possible, quelle honte !» oui, je ne connais pas Harry Dickson. Ça a été publié en bande dessinée. Donc, je ne voulais pas mourir bête. Donc, voilà, donc j'ai commencé, j'ai découvert Harry Dickson par Hélios Noir. Donc, ce livre contient 5 courts romans. Ce ne sont pas des nouvelles, parce que les nouvelles, on ne fait pas non plus de longues nouvelles, ce sont 5 courts romans. Qui ont déjà été donc, publiés au Carnoplast, que donc, Robert Darvel a réuni dans ce recueil. Donc en fait, comme le disait Robert, Harry Dickson c'est le détective de l'étrange, c'est-à-dire que c'est effectivement il a le style un petit peu de Sherlock Holmes, sauf qu'il est confronté souvent à des criminels un petit peu pas tout à fait humains, notamment dans la deuxième nouvelle, donc je ne vais pas dévoiler la fin, mais effectivement le personnage principal n'est pas vraiment humain. Et c'est une grande surprise pour moi, parce que je suis un grand fan de Conan Doyle. Et du coup, je suis devenu un grand fan d'Harry Dickson. Donc, moi, ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a le plus impressionné dans Harry Dickson, c'est le style, en fait, le style littéraire. Vous êtes imposé un style spécifique, parce que moi, je n'ai jamais lu les Harry Dickson de Jean Ray. Donc je ne peux pas faire de comparaison. Est-ce que c'est un style alors très fleuri, très complexe, même avec des mots de vocabulaire qu'on n'emploie plus du tout de nos jours? Est-ce que c'était une contrainte ou est-ce que ça vous est venu naturellement? C'est un hommage, enfin c'est un clin d'œil à la manière dont Jean écrit, qui écrit de manière assez précieuse avec un vocabulaire très très pointu. Il y a beaucoup de choses, on aurait presque besoin d'un dictionnaire
par amusement pour connaître le sens du mot, mais le dictionnaire n'est pas utile puisque dans la phrase coulée, le mot se comprend. Alors c'est un hommage à ça. C'est pas simplement, c'est beaucoup mieux écrit que Conan Doyle. Conan Doyle, on appelait ça de l'écriture blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre l'histoire et le lecteur, alors que pour Jean Ray, c'est un peu différent. Et j'ai poussé le truc un peu plus loin, c'est que j'ai inventé des mots précieux que j'ai cachés dans les mots précieux que les gens ne connaissent pas. Donc il y en a certains, en allant chercher dans les dictionnaires, on ne les trouvera pas. Déjà, ou il y en a d'autres, par exemple, à un moment dans une histoire, l'histoire, elle est simple, c'est un monsieur qu'on retrouve coupé en deux, dans une maison coupée en deux, comme les plans des architectes. Et donc, moi, je pars de la contrainte pour écrire l'histoire. Donc, le dessin duquel je suis parti, ça représentait cette scène. Donc, j'avais besoin d'une explication rationnelle là-dedans. Donc, j'ai été chercher dans un dictionnaire des formes littéraires. Et j'ai trouvé un hypotypiste. C'est un hypotypiste, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie. C'est une formule, c'est une figure de style. Je m'en suis servi simplement comme un truc de théâtre. Voilà, c'est ce genre de bêtises qui m'amuse. Je suis en train de chercher justement une phrase qui m'a marqué. Je les ai peut-être pas toutes écrites. Personne ne s'exprime comme ça. La contrainte de départ, en fait. Non, j'arrive pas à retrouver la phrase. T'en inventes une, j'ai pas ce talent. Mais c'est vrai que ce style, effectivement très ampoulé, très fleuri, on est dans un univers extrêmement, parfois, très étrange, et la façon de s'exprimer des personnages ça détend vraiment l'atmosphère, parce que le lecteur, moi, je me suis marré là, c'est certains moments, mais vraiment. Et alors au début, je ne savais pas trop comment le présenter, parce que je me suis dit, si ça se trouve, il n'a pas fait exprès d'être drôle, et en fait, c'est son véritable style, il va se vexer. Donc je suis content d'avoir eu raison sur le coup. Mais alors, au-delà de ça, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle le whodunit à l'anglaise, c'est-à-dire donc du Conan Doyle, du Agatha Christie, etc. C'est vraiment le détective, l'archétype en fait du détective privé qui va au secours d'une police absolument inepte. Est-ce que c'est ça au départ qui vous a plu chez Harry Dixon? Ça, c'était la contrainte de départ. Il y a Harry Dixon, qui joue le rôle de Sherlock Holmes. Il habite au 92B Baker Street et non pas le 221, parce qu'à l'époque, Baker Street s'arrêtait au 92B. Donc, Conan Doyle a tout faux sur ce truc-là, mais il ne faut pas lui dire. J'ai donné ma tête en tête. C'était ma question. Voilà. Et vous pourrez la reposer, j'aurai peut-être une autre réponse. Et donc il est aidé, bien sûr, comme Sherlock Holmes est aidé par le Dr Watson. Harry Dixon, il est aidé par Tom Wills, c'est-à-dire un jeune dont on ne sait pas où il l'a récupéré, tout ça, à chacun d'inventer l'histoire, tout ça. Et le jeu entre les deux, c'est que j'ai toujours trouvé Harry Dixon très hautain, même comme Sherlock Holmes. En fait, il garde pour lui les explications qui seraient nécessaires pour la bonne intelligence de l'histoire. Et donc ça énerve énormément Tom Wills. Donc ils s'envoient des pics tous les deux d'une manière assez acérée, ça. Tom Wills doit être énervé comme le lecteur est énervé face au mystère qui est maintenu mystère, alors qu'il suffirait de dire « toi, regarde ça » et c'est bon, ça fonctionne. Voilà le côté humoristique du truc, entre guillemets, qui fait marrer quand il y a des échanges. Au niveau de Scotland Yard, ils sont représentés, enfin Scotland Yard est représenté par le superintendant Goodfield, et comme tous les policiers de cet environnement-là, il veut faire, mais il comprend strictement rien. Il ne comprend absolument rien. Il a quand même des éclairs par moment, et ce qu'il fait, ça peut servir. Et en plus, Harry Dixon le maintient beaucoup plus que Tom Wills dans l'ignorance. Il n'arrête pas de se moquer de lui, de lui donner des fausses pistes, de lui présenter quelqu'un qui n'a plus de tête. Après, il faut aller trouver la tête. Mais où est la tête? Sur le monsieur. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la tête et tout ça? Il est perdu au bout de phrases. Voilà, c'est ce genre de jeu. Et il y a à la place, elle s'appelait comment, Miss Hudson ou Mrs. Hudson,
La gouvernante, là, c'est Mrs. Crown, en fait, qui fait des choses à manger très bonnes. Il y a des scones, des trucs comme ça. Je pense que je vais faire un fascicule avec toutes ces recettes de cuisine. Voilà, pour les... Mais ça, c'est les personnages obligés, en fait, de ce genre de récit. Voilà. Mais après, pour l'insuffler de la vie et puis s'amuser et sortir des sentiers battus, c'est là où est l'amusement. Oui, parce que Harry Dixon connaît tout. Dans la troisième nouvelle ou la quatrième histoire, il reconnaît sur le visage de la servante oui, voilà, elle a un tatouage qui correspond à une aristocrate d'une île perdue au milieu de je sais pas où. Par contre, dans une autre histoire, c'est Harry Dixon lui-même qui se fait tatouer le visage par un singe savant qui vient d'îles assez lointaines. Et là, il est un peu perdu parce qu'il n'arrive pas à lire ce qu'il fait. Et il y a aussi Fascicule Jack, c'est-à-dire un copain à Tom Wills. Ils ont fait les guignols dans un bateau qui venait de Bruges, ou de Gand, je ne sais plus. Et Tom Wills s'échappe alors que son copain se fait attraper. Et on le retrouve quelques jours plus tard avec le visage complètement tatoué. Et on l'appelle depuis Fascicule Jack, parce qu'il doit avoir une histoire sur son visage que personne n'est en mesure de déchiffrer. Voilà, les amusements. Et ce qui est bien, c'est enfin moi j'ai beaucoup aimé la dernière histoire en fait. Alors je ne sais pas comment vous avez choisi l'ordre de publication dans le recueil, mais la dernière histoire s'appelle Harry Dixon s'amuse. Et c'est, à mon avis, pour moi c'est la plus réussie. On termine en apothéose avec tous les ressorts possibles et imaginables du roman policial anglaise populaire. Oui, en plus, celle-ci, je ne suis pas parti d'une couverture, c'est un inédit fait pour cette magnifique collection Helios Noir. Et en fait, ça vient de l'année dernière, j'étais invité à un salon dans comment ça s'appelle, un truc où il y a des fleurs, des plantes et tout ça, un jardin botanique à Caen, et c'était un truc fait sur Gustave Le Rouge, Maurice Leblanc et Gaston Leroux. Chacun avait sa pièce avec des décorums et tout ça. Il y avait des artistes qui racontaient, qui faisaient des lectures de tout, et je me suis basé sur ce moment-là pour écrire cette histoire. Donc j'étais en liberté totale, je n'avais pas d'autres contraintes que de m'amuser. Et Harry Dixon aussi. Voilà. Et j'ai découvert qu'il y a une araignée, l'araignée venimeuse la plus haute qui peut piquer à 4000 mètres d'altitude, et tout ça, c'est des choses amusantes. Voilà. Et il y avait la fanfare squelette aussi. Ok, merci Alex. Est-ce que... alors, on va continuer effectivement. Alors, encore une fois, il y a cet intérêt. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué. Donc, Robert Darvel n'est pas votre nom. On a évoqué ça aussi avec d'autres auteurs qu'on a reçus sur cette envie, voilà, pourquoi on change de nom, pourquoi on a cette envie, voilà, à un moment donné, de ne pas présenter son nom. C'est une discussion qu'on a eue lors d'un déjeuner, tous les deux, où effectivement Jérôme me faisait part donc d'une de ses auteurs actuelles qui est une femme et qui lui demandait voilà, écoute, moi je voudrais un nom masculin sur mes livres, et du coup elle voilà, te tanne un peu pour que tu acceptes de lui mettre un nom masculin, alors que tu voudrais que voilà, elle puisse publier en son nom propre et en son nom de femme. Et donc oui, ça peut être un jeu de mots sympa. Et c'est vrai que c'est intéressant du coup. Alors d'abord Jérôme, du coup ton avis sur ce sujet, et effectivement après une réponse pour Monsieur Darvel. Alors moi je suis pas auteur, et puis je m'appelle pas Jérôme Toilette ou Romain Trompette, tu vois. Donc, j'ai le nom le plus simple du monde, donc c'est assez facile du coup de le revendiquer, donc ça c'est facile. Il y a effectivement des auteurs qui, pour des raisons professionnelles, préfèrent prendre un pseudo. Voilà. Il y a des auteurs, parce que c'est un rapport très intime à l'écriture, qui préfèrent changer de nom pour s'afficher en tant qu'auteur. Là, Isabelle, c'était plus des peurs qui étaient liées en se disant, elle avait peur qu'en s'affichant auteur féminin, auteur femme, il y a un machisme des lecteurs qui fasse qu'elle vend moins que si elle s'appelait Robert, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est les discussions qu'on a avec elle. Je pense que c'était une erreur, donc on a eu des discussions, et finalement, elle se verra bien Isabelle sur la couverture. C'est cool. Et puis parce que c'est des choses, nous, on n'a jamais trop fait attention à savoir si le genre, le sexe de l'auteur allait vendre ou pas. Donc,
s'est jamais trop posé la question. C'est comme ça, mais oui, il y a un rapport, mais Robert répond. Mais Francis, c'est ton vrai nom? Ouais. Je pensais à Fred Vargas. Fred Vargas, c'est un pseudo en fait. Vargas, c'est donc sa sœur. Et c'est parce qu'elle ne voulait pas avoir d'ennui à l'époque de ses débuts au CNRS. Parce que ça aurait été très mal vu pour les scientifiques, parce que vous savez, elle est chercheuse en paléo-histoire. Et ça aurait été très mal vu d'avoir une activité comme le roman noir, c'est vraiment un truc qui s'en souffle. Bon, maintenant, et donc, elle a publié ce nom un peu différent. On a dans l'histoire de la science-fiction une auteure qui s'appelle Julia Béranger, qui s'est appelée Gilles Thomas pendant longtemps, pour des histoires de sexisme. Alors, dans le monde de l'imaginaire, je pense qu'on est passé au-delà de tout ça, heureusement, mais c'est un rapport très intime finalement à ce qu'on écrit et à ce qu'on écrit. Ouais, le meilleur pseudo en science-fiction française, c'était Roland. Roland Wagner qui a commencé sous le pseudo de Red Def. Et c'était déjà tout un programme. En fait, j'ai fait un truc rigolo, c'est que je publie aussi sous un pseudonyme féminin. Je suis aussi Irène Maubreuil. Donc, et des fois, on écrit à quatre mains. Robert Darvel et Irène Maubreuil écrivent tous les deux ensemble. Et ça, c'est venu déjà pour m'amuser, bien sûr. Non, mais c'est tout ça. Quand tu vas chez le psy, tu payes 6 séances. C'est le psy qui vient à la maison. Non, Irène Maubreuil, c'est aussi un personnage de Gustave de Rouge, donc c'était pour m'amuser. Et à la base, c'est parce que j'avais proposé un texte à un copain, enfin à quelqu'un qui allait chez Malpertuis, édition Malpertuis, Christophe Thiel, et il m'a pris le texte, mais je voulais m'assurer qu'il me l'ait pris pour d'autres raisons que parce que j'étais un copain à lui. Donc je lui ai envoyé un texte d'une autre boîte mail, etc., signé Irène Maubreuil. Il l'a pris aussi. Donc voilà, c'est Irène Maubreuil est née à cause de lui. Voilà, c'était juste pour ça. Et maintenant, Irène Maubreuil a une belle carrière derrière. Ils vont se marier. Oui, il y a un texte là-dessus. Ok, bon, effectivement, donc c'est toujours intéressant de À la base, c'est de s'amuser quand même. On l'a bien compris, et ça vous réussit bien, vous avez bien raison. Alors, la santé par les plantes. Alors, Alex rigole d'avance. Alors, comment vous dire? Sur le mur, là, sur ma gauche, on avait fait tout un mural rempli donc, avec la collection Helios Noir pour mettre en avant notre événement. Et réaction des clients, ah ouais, quand même, les couvertures, il n'y a pas de doute, quoi. On est bien dans le sujet. Et donc, voilà, je vous la montre. Hein, elle est magnifique. Je ne sais pas si... c'est vraiment... Je vais contacter justement l'auteur de la couverture pour lui acheter. C'est une de mes plus belles couvertures. Ouais, c'est vraiment... moi j'adore, pour nous c'est de l'humour 15e degré, voilà. Et nos clients réagissent forcément, de dire ah, quand même. Et alors, comment on présente la santé par les plantes quand on a nos clients qui sont devant le mur? Et donc, tout simplement, vous aimez le polar, vous en lisez certainement beaucoup, mais ça vous n'avez jamais lu ça, jamais. Une histoire qui n'est pas classique, hein, on n'est pas sur un meurtre, une enquête qui évolue. On est sur quelque chose qui s'enchaîne, qui est vraiment... on se marre à chaque page, c'est complètement décalé. Franchement, c'est fabuleux. Moi, je suis ravie de vous avoir découvert. J'adore, j'ai adoré. J'ai pas dormi beaucoup pendant certaines nuits parce que je voulais absolument avancer ma lecture. Je me suis couchée très tard pendant une paire de nuits pour pouvoir avancer. Et la santé par les plantes, c'est juste magnifique, c'est inclassable, c'est un polar, mais c'est de l'humour noir, c'est de l'humour cynique, c'est juste... c'est inclassable. Merci de nous proposer ça parce que ça fait du bien de sortir un peu des sentiers battus. Et donc merci pour la couve, parce que rien que pour ça, on peut en discuter beaucoup. Et donc ça, c'était vraiment sympa. Alors le pitch, comment on le présente? Tout simplement, un journaliste qui va se retrouver au cœur d'une enquête. Donc il y a vraiment ce schisme entre la police qui mène une enquête et qui piétine. Je confonds avec ça. Ah, je confonds. Ouais, excusez-moi. Alors là, mais... C'était un jeu. C'était, ouais. Pour savoir si je me suis dit... Francis, c'est la constipation. Oui, pas de souci, je reprends. Donc, comment on présente la santé par les plantes?
Tout simplement pareil, une histoire qui part un peu d'une espèce d'escroc qui est juste très malin, qui va vous faire prendre des risques pour des lanternes, vous faire croire que, enfin, il va faire croire aux personnages et aux personnes qu'il croise que il a la solution à un problème fort inquiétant, enfin en tout cas pour la personne concernée, puisqu'une constipation est en cause. Et c'est vrai que voilà, ça part, on cherche un arbre, on part à l'autre bout du monde, on est avec des écolos complètement barrés, on fait sortir de prison, ils courent après un arbre, on essaye de... Voilà, on croise des personnages qui sont hauts en couleur, avec un détective pour les jardins botaniques, qui en fait enquête sur les vols de pelouse en Angleterre, qui va de court se retrouver dans cette histoire. Il y a plein de personnages, c'est fabuleux, il y a pas de mots, enfin, moi j'ai pas assez de mots pour le décrire, et à chaque fois je disais aux clients, vous n'avez jamais lu ça, vous n'avez jamais lu ça. Est-ce que vous avez envie de nous... Voilà, je vous laisse la parole, parlez-nous. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à Scotland Yard, il y a un département pour les vols d'arbustes, et vous savez que la botanique, les jardins et les pelouses, et ça c'est important pour les botaniques. C'est quand même une émission, c'est quand même... En Grande-Bretagne, il y a des... Nous, avant le journal de 20h, il y a des tirages de loto. Eux, ils ont des conseils pour quand même tailler les tomates, quoi. Et il y a... je ne sais pas si ça existait encore, mais à l'époque où j'ai écrit le roman, il y avait vraiment un département pour les vols de pelouse, les gens qui piquent les carrés. Et c'est d'ailleurs le sujet d'un film de Ken Loach, où il y a un type qui pique de la pelouse et qui revend des carrés de pelouse. Et donc, il y avait des inspecteurs spécialisés en botanique à Scotland Yard. Donc ça, c'est vrai. Sinon, l'histoire, qu'est-ce que je peux raconter, c'est qu'un jour, j'ai lu un article, je travaillais à Libé à l'époque, il y a un article qui paraît dans Libé, qui explique que il y a un arbre qui s'appelle l'Alocasuarina portuensis, avec son nom latin, il n'a pas d'autre nom, qui était un arbre en Australie, qui est un arbre, vous savez, comme les noisetiers, il faut un mâle et une femelle. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, dioptique, je sais pas, bon, bref. Et cet arbre, il ne restait plus qu'un mâle, une femelle qui était en fleurs, un mâle, il ne restait plus qu'un mâle qui était dans les jardins royaux britanniques et on n'avait plus de femelles, et donc ça veut dire que l'espèce allait disparaître. Et puis il y a un botaniste, donc l'article expliquait qu'il y a un botaniste qui prend sa voiture, qui passe en voiture dans les quartiers résidentiels de Melbourne, je ne sais plus, et qui s'arrête à un feu rouge et qui s'aperçoit que dans le jardin d'un particulier, il y avait une femelle en fleurs. Donc, le grand bas de combat, les botanistes des jardins royaux australiens viennent chercher l'arbre et puis arrivent à faire se reproduire, enfin à polliniser les deux arbres et à faire des graines et à garder les graines en attendant qu'on puisse un jour développer davantage ces arbres. Donc, je lis cet article un peu ahurissant. Et je me dis, voilà, en fait, tout le monde s'en fout, il y a un arbre qui va disparaître, tout le monde s'en fout, sauf si cet arbre il avait des vertus particulières. Donc je me dis, mais qu'est-ce que les plus grands marchés, vous savez, c'est la drogue, les armes, les télécommunications, l'énergie et les médicaments de confort. Hein, donc la pharmacopée. Et parmi les médicaments de confort, hormis le Viagra, ça va être un problème qui concerne toute l'humanité qui travaille au bureau, ça va être la constipation. Bon, voilà. J'en étais de ces réflexions profondes. Et je me suis dit, donc si l'Alocasuarina portuensis permettait de synthétiser un médicament de confort formidable, donc un laxatif particulier, c'est un marché formidable. Donc s'il restait plus qu'un arbre en pot, tout le monde voudrait, d'un seul coup, cet arbre dont tout le monde se fout, les mauvaises herbes, il aurait une valeur incroyable. Donc je me dis, voilà, j'ai un sujet complètement débile pour faire s'agiter des personnages qui vont courir dans les rues et se poursuivre et se tirer dessus en portant un arbre, voilà, un arbre dans un pot. Donc je suis parti de ça et sachant que donc, ça permet de synthétiser un médicament qui s'appelle le soprochimol à effet retard. Donc est-ce qu'on peut gérer son temps voilà. Mais ça reste de bon goût, je crois, j'espère. Non, rassurez-vous, ça reste de bon goût. Il y a aussi donc beaucoup d'humour dans le choix de certaines situations, dans le choix des noms des personnages, parce que je pense que les choix ne sont pas faits au hasard. Donc on a deux entités, deux sociétés qui sont donc leaders du marché du médicament. Donc on a d'un côté la vie saine avec Franz Albert Zahn, et de l'autre côté on a Gatsby le Grand,
qui est donc la personne constituée en question. Et lui, sa société s'appelle OPO. OPO. Voilà. Donc ça reste de bon goût, mais c'est juste magnifique, c'est bien trouvé. Donc nous, on a bien ri avec Alexandre. Et alors, parlez-nous un petit peu de vos personnages, surtout voilà, ce choix de nom. Et vous voulez bien prononcer le nom du biochimiste, parce que... C'est que je n'ai pas revu. Alors je vous donne... Senador Douglas. Mais en fait... Non mais il y a le début quand même. Parce que je suis d'origine polonaise, moi, donc, mais je ne sais plus le prononcer comme mon grand-père le prononçait. C'est Vaclav. Je ne sais plus le prononcer. Vaclav, c'est fait exprès pour embêter les gens. Oui, je sais bien. Ça marche bien sur l'auteur, c'est ça qui est fort. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce roman, qui est quand même du grand n'importe quoi, burlesque, est en fait basé sur plein de choses qui sont véritables, qui ont été à l'époque. Et je raconte l'histoire d'une escroquerie qui a eu lieu en Inde, où un prétendu chimiste indien dit j'arrive à synthétiser du carburant à partir de pétrole, à faire du pétrole à partir de plantes de la montagne. Et donc le gouvernement indien dépense des fortunes pour lui payer ça. Et en fait, c'est un escroc qui avait complètement enfumé tout le monde, un peu comme nos avions renifleurs sur Giscard ou je sais pas quoi. Et donc ça, c'est voilà, il y avait plein d'histoires qui étaient. Et en fait, j'avais inventé la suite. Comment le chimiste, dans mon roman, je l'avais intégré dans mon roman, j'avais inventé la suite. Et quelques mois après, ce que j'avais écrit, exactement ce qui s'est passé. Et donc il y a plein d'allusions aussi qui sont liées un peu à l'époque, et des clins d'œil, voilà. La Vicenne, parce que je crois qu'à l'époque, Bernard Tapie devait avoir des mêlées avec son entreprise de la Vicenne, ou je peux penser à la Vie Claire, ça s'appelle. Donc voilà, puis bon, les noms des personnages. Alors des fois, moi, les noms de personnages, je m'arrête d'écrire, je regarde ce qu'il y a autour du bureau, et je vois un nom, une marque, et hop, il s'appelle comme ça. Donc c'est pas... Et il y a des fois c'est voulu, puis des fois non, c'est n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui portent des noms d'auteurs de science-fiction détournés, parce qu'il y avait une bibliothèque de science-fiction pas loin. Et donc,